Le sang du dernier jour de ma vie coulait encore sur ma peau quand j'ouvris les yeux. Pas le sang chaud et poisseux qui m'avait englouti dans l'appartement exigu de Montmartre, mais une sueur froide, celle d'un matin d'automne parisien où tout aurait pu être différent. J'étais morte, trahie, vidée de mon âme par ceux que j'appelais mes alliés, et pourtant, ici, dans ce corps de 30 ans que je reconnaissais à peine, le monde recommençait avec la rage d'une lame affûtée prête à trancher. Je me souviens du goût métallique du sang dans ma bouche, ce filet tiède qui s'était écoulé de mes tempes fracassées contre le carrelage froid. C'était une chute, disait-il plus tard, un accident banal après une rupture professionnelle trop brutale. Mais je savais. Je savais que Pierre, mon amant et mon supérieur, avait murmuré ces mots empoisonnés à l'oreille de la direction, « Marie est instable. Elle boit trop. Laissez-la partir avant qu'elle ne nous entraîne dans ses délires paranoïaques. » Et il m'avait cru fragile, une femme de loi trop idéaliste pour survivre au couloir labyrinthique de la firme Duval et Associés, nichée au cœur du 8e arrondissement, là où les contrats millionnaires se signaient entre deux coupes de champagne. Pourtant, ce matin-là, dans le miroir embué de ma salle de bain, non pas celle de l'appartement fatal, mais celle de mon ancien 2 pièces rue de Rivoli, 3 ans en arrière, je vis mon reflet, cheveux châtains encore lisses, yeux versant les cernes éternelles, et une cicatrice fraîche sur la lèvre que je m'étais faite lors d'une dispute avec Pierre, il y a des semaines à peine. Mon cœur martelait comme un tambour de guerre. J'étais revenu. 32 ans, pas 35. Avant le licenciement. Avant la clause que j'avais glissée dans mon contrat comme un serpent endormi. Avant que tout ne s'effondre. Je m'habillais en hâte, enfilant un tailleur gris perle qui me serrait encore un peu aux hanches. J'avais pris du poids ces derniers mois, rongé par le doute. Dehors, Paris s'éveillait sous une pluie fine, typique de ces automnes où la Seine charrie les secrets des puissants. Je marchais vite jusqu'au métro, évitant les regards des passants, ces fantômes qui, dans ma vie précédente, m'avaient vu sombrer sans un mot. À la station Opéra, je m'assis sur un banc, les mains tremblantes serrées autour de mon sac. Les souvenirs affluaient, acides comme du vinaigre, la réunion fatidique dans la salle de conférence vitrée, où Pierre, avec son sourire carnassier et ses lunettes à monture d'écaille, avait présenté les « économies nécessaires ». J'étais la variable d'ajustement, la juriste en charge des clauses éthiques, celle qui avait osé questionner les magouilles fiscales avec les émirs qataris. « Marie, tu comprends, n'est-ce pas? C'est pour le bien de l'équipe, » avait-il susurré plus tard, dans l'ascenseur des airs, sa main effleurant ma taille comme une promesse vide. Mais cette fois, je ne pleurais pas. Cette fois, je me vengerai. Pas avec des larmes ou des plaintes au RH, non. Avec la loi, cette arme que j'avais forgée moi-même. La clause de non-concurrence inversée, que j'avais rédigée en secret lors de mon embauche, si Duval et Associés me licenciaient sans cause réelle et sérieuse, ils s'engageaient à me verser non seulement une indemnité exorbitante, mais aussi à révéler publiquement leurs irrégularités fiscales mineures, celles que j'avais documentées dans un dossier scellé, confié à un notaire anonyme. Des millions, oui. Mais plus que l'argent, c'était le scandale qui les rongerait, comme un cancer invisible. Arrivé au bureau, l'air conditionné me frappa comme une gifle. Les open spaces bruissaient de murmures, de cliquetis de clavier et d'arômes de café brûlé. Sophie, ma collègue aux ongles manucurés, me salua d'un sourire forcé. « Marie, chérie, tu as l'air fatiguée. Encore une nuit blanche sur le dossier Al-Mansour ?» Je hochai la tête, feignant l'épuisement, mais intérieurement, je cataloguais. Sophie était l'espionne de Pierre, celle qui avait liqué mes doutes à la direction. Dans ma vie passée, elle avait ri en cachette quand on m'avait escorté dehors, mes cartons sous le bras. Je m'installai à mon bureau, face à l'écran qui affichait encore les mails non lus de la veille. Le premier était de Pierre. « Rendez-vous ce soir ? J'ai une surprise pour toi. » Une surprise. Dans l'autre timeline, c'était un collier clinquant pour noyer la pilule du licenciement imminent. Cette fois, je répondis « oui. » Chez toi. 20 heures, court, incisif. Il mordrait à l'hameçon. La journée s'étira en une torture calculée. Je relus mes notes sur le dossier Al-Mansour, des transferts offshore déguisés en investissements verts, des pots de vin aux officiels français pour contourner les normes environnementales. Duval et Associés, cabinet d'avocats, respectueux de l'éthique, comme le clamait leur site web aux couleurs tricolores. Pierre, le golden boy de 45 ans, fils d'un ancien ministre, avait orchestré tout cela avec la finesse d'un escrimeur. Il m'avait séduite 2 ans plus tôt, lors d'un gala au Louvre, promettant monts et merveilles. Ensemble, on changera le barreau parisien, jurait-il, ses lèvres contre mon oreille. Mais quand j'avais découvert les failles, il m'avait isolé,
gaspillé comme un Kleenex usé. À midi, je descendis au rez-de-chaussée, dans le café attenant où les associés sirotaient des espressos. Là, je croisai Jacques Duval lui-même, le patriarche octogénaire aux cheveux blancs impeccables, qui me tapota l'épaule. « Marie, ma chère, votre travail sur les clauses est impeccable. Vous êtes l'avenir de ce cabinet. » Ses yeux, voilés par l'âge, ne voyaient pas la tempête qui couvait. Dans ma mémoire, c'était lui qui avait signé mon licenciement, d'une main tremblante, pour préserver l'unité familiale, la famille Duval, bien sûr, pas la mienne. Je rentrai chez moi tôt, prétextant une migraine. Dans l'intimité de mon appartement, je sortis le dossier caché sous une latte du parquet, photocopie de mai, enregistrements vocaux volés, et la clause en question, rédigée en latin juridique impénétrable. En cas de rupture unilatérale abusive, le co-contractant s'engage à une indemnisation triple du salaire annuel, plus divulgation automatique des annexes confidentielles au parquet national financier. Un chef-d'œuvre de vengeance passive, inspiré des vieux codes napoléoniens que j'avais étudiés à la Sorbonne. J'avais parié sur leur arrogance, ils ne liraient jamais les petites lignes. Le soir venu, je me rendis chez Pierre, dans son duplex haussmannien du Marais. Il m'accueillit torse nu, un verre de Bordeaux à la main, son corps athlétique luisant sous les lumières tamisées. « Ma belle Marie, entre. J'ai commandé chez Guy Savoie. » Nous dînâmes, rime de banalité la météo, un film vu récemment, mais sous la table, ma main caressait la sienne avec une froideur calculée. Quand il me parla du « projet d'expansion », je hochai la tête, feignant l'enthousiasme. « Et moi, Pierre ? Mon rôle là-dedans » demandai-je, les yeux baissés. Il hésita, une fraction de seconde. « Évidemment, tu seras à mes côtés. Mais il y a des ajustements. Budget serré, tu sais. » Le mensonge flottait, âcre. Je souris, me penchant pour l'embrasser. « Je te fais confiance. » Toujours. Cette nuit-là, nous fîmes l'amour comme des animaux, mais dans mon esprit, c'était une danse macabre. Chaque gémissement était un clou dans son cercueil professionnel. Le lendemain, les premiers signes apparurent. Un mail de la DRH, réunion exceptionnelle à 14 heures. Sujet, restructuration. Mon pouce accéléra. C'était le début. Dans l'autre vie, j'avais foncé tête baissée, suppliant, argumentant. Cette fois, je préparais mon piège. J'appelai mon notaire, confirmant l'activation de la clause en cas de licenciement. Puis, je rédigeai un mail anonyme à un journaliste du Monde, teasing le scandale sans détail. La toile se tendait. La réunion se tint dans la grande salle, avec vue sur les Champs-Élysées. Pierre présidait, costume bleu marine impeccable, voix suave. « Mesdames, messieurs, pour survivre à la crise, nous devons rationaliser. Marie, malheureusement, votre poste. » Les mots tombèrent comme une guillotine. Je ne bronchai pas, je comprends, dis-je calmement, signant le formulaire qu'il me tendait. Mais au bas de la page, en petit, la clause. Ils ne la virent pas. Dehors, sous la pluie qui redoublait, je marchai vers le notaire. Le piège se refermait. Pierre m'appela, « Marie, c'est dur, mais c'est temporaire. Reviens-moi ce soir. » Je raccrochai sans répondre. La vengeance n'attendait pas les regrets. Les jours suivants furent un tourbillon de faux-semblants, une valse macabre où Paris, avec ses boulevards engorgés et ses cafés bondés, servait de décor à mon opéra personnel de destruction. J'avais loué un petit studio anonyme près de Bastille, prétextant un besoin de « réflexion » à Pierre lors d'un appel laconique. « Prends le temps qu'il te faut, ma chérie. Duval paiera tes indemnités de base », avait-il dit, la voix mielleuse, ignorant que ces « indemnités » allaient bientôt le ruiner. Je passais mes nuits à affûter mes armes, consultation avec un avocat freelance, un ancien condisciple de Nanterre qui haïssait les cabinets élitistes, fouille numérique sur les serveurs de Duval, via un VPN masqué que j'avais appris à manier lors de mes insomnies passées. Le dossier allemand sourd gonflait comme une tumeur. J'y ajoutais des preuves nouvelles, un enregistrement volé lors d'un dîner d'affaires, où Pierre riait avec un intermédiaire qatari, l'énorme E. Une blague. On les contourne avec des fondations bidons au Caïman. Sa voix, ce timbre grave qui m'avait un jour fait frissonner de désir, résonnait maintenant comme un glas. Je le gardais pour le climax, ce moment où le parquet viendrait frapper à sa porte. Mais la trahison allait plus profond que je ne l'avais cru en mourant. Dans ma vie antérieure, j'avais attribué mon effondrement à la simple cupidité du cabinet.
Or, en fouillant les archives personnelles de Pierre, un mot de passe facile, son anniversaire, je découvris l'horreur, il n'était pas seulement ambitieux, il était un serpent familial. Son père, le défunt ministre, avait autrefois couvert un scandale immobilier à Marseille, et Pierre avait hérité non seulement du nom, mais d'un réseau de dettes occultes. Moi, j'étais le bouc émissaire parfait. J'avais refusé de signer un avenant au contrat Al-Mansour, arguant des risques légaux. En représailles, il m'avait fait passer pour dérangé, même auprès de ma propre sœur, Élise, qui m'avait appelé ce soir-là, la voix brisée, « Marie, Pierre dit que tu as des problèmes. Viens à Lyon, s'il te plaît. » Élise. Ma petite sœur, l'infirmière au cœur tendre, qui avait toujours envié ma carrière fulgurante sans jamais le dire. Dans l'autre timeline, elle avait été la seule à me soutenir après le licenciement, jusqu'à ce que Pierre, rusé, sème le doute, des textos anonymes, des rumeurs sur mon alcoolisme. Elle m'avait tourné le dos, indirectement, en choisissant le silence. Mourante sur le carrelage, j'avais composé son numéro une dernière fois. Pas de réponse. Cette fois, je l'appellerai la première, mais pas encore. La vengeance devait être chirurgicale, pas émotive. Le lundi suivant, le couperet tomba officiellement. Une lettre recommandée, cachetée du sceau de Duval et Associés, licenciement pour motif économique. Je la lus en sirotant un café noir aux fleurs, entouré de touristes qui ignoraient que la femme en tailleur d'effet était une revenante. Selon la loi française, ironie du sort. Ils avaient 30 jours pour contester. Mais ma clause, cette perle noire, s'activait immédiatement. J'envoyai le dossier au notaire par coursier, avec une note, procéder à la notification. Pierre tenta de me joindre 17 fois ce jour-là. Au 18e, je décrochai. Marie, qu'est-ce qui se passe? Duval est en panique. Une clause? C'est quoi ce délire? Sa voix, d'ordinaire si assurée, chevrotait. Je ris, un rire bas, presque animal. La clause de loyauté réciproque, mon amour. Tu te souviens? Celle que j'ai rédigée quand tu m'as promis l'éternité. Triple salaire, plus. Les petites annexes. Silence. Puis, c'est du chantage. On peut négocier. Reviens, on efface tout. Négocier? Avec l'homme qui m'avait poussé vers l'abîme? Non. Je raccrochai et bloquai son numéro. Au lieu de cela, je contactai le journaliste, Antoine Lemoine du Monde, un loup solitaire que j'avais croisé à une conférence sur la transparence. J'ai du lourd sur Duval. Prêt à creuser. Il mordit, et nous nous vîmes dans un bar discret de Belleville, où les murs suintaient d'humidité et de confidence. Antoine était un quinquagénaire voûté, avec des lunettes rondes et un cynisme forgé par 20 ans de scoop avorté. Prouvez-moi que ce n'est pas une vendetta personnelle, dit-il en allumant une gauloise, malgré l'interdiction. Je lui glissai une clé USB. Écoutez l'enregistrement. Et lisez les flux financiers. Al-Mansour n'est que la pointe. Ses yeux s'écarquillèrent derrière les verres. Merde, Marie. Si c'est vrai, Duval saute. Mais vous? Vous prenez des risques. Risques? J'étais déjà morte une fois. Cette vie était un bonus, un feu d'artifice de revanche. Nous conclûmes un pacte, il publie quand le parquet bouge. En échange, anonymat total pour moi. De retour chez moi, je m'effondrai sur le lit, les larmes coulant enfin. Pas de tristesse, mais de fureur pure. Pierre n'était pas seul dans le viseur. Sophie, avec ses ragots, Jacques Duval, avec son paternalisme hypocrite, et Élise. Élise, qui avait choisi le confort familial sur le sang partagé. Le lendemain, le notaire confirma, notification envoyée. Duval avait 24 heures pour payer ou divulguer. Pierre débarqua chez moi à l'aube, ivre de rage et de cognac. Il tambourina à la porte jusqu'à ce que les voisins protestent. J'ouvris, en peignoir, feignant la surprise. Pierre? Qu'est-ce que? Il entra d'un bond, me plaquant contre le mur. Espèce de salope. Tu vas détruire tout ce qu'on a bâti. Pourquoi? Un peu d'argent? Son haleine fétide me submergea. Je le repoussai, calmement. Il n'y a jamais eu d'éon, Pierre. Tu m'as utilisé, jeté. Maintenant, paix. Il leva la main, mais s'arrêta, les yeux fous. Tu es folle. Complètement folle.
Comme ton père. Mon père. Le mot me transperça. Mon père, l'ancien procureur qui s'était suicidé après un scandale monté de toutes pièces par le père de Pierre, précisément. La connexion, enfouie dans les ombres de ma mémoire, remonta comme bile. C'était vous. Toute la famille Duval. Vous l'avez brisé, et maintenant, vous essayez avec moi. Il ricana, amer. Ton père était un idéaliste, comme toi. Il a vu trop loin. Il partit, claquant la porte. Mais ces mots allumèrent un feu nouveau. Ce n'était pas seulement professionnel, c'était généalogique, une vendetta transgénérationnelle. J'appelai Élise ce soir-là. Serette, il faut qu'on parle. De papa. Et de moi. Sa voix, hésitante, Marie? Tu vas bien? Pierre m'a appelé, il est effondré. Effondré? Tant mieux. Viens à Paris. Demain. C'est important. Elle accepta, et pour la première fois depuis ma renaissance, je sentis une fissure dans mon armure, l'amour fraternel, ce fil ténu que je pourrais réparer ou trancher. Tandis que la nuit tombait sur la capitale, lumière clignotant comme des signaux d'alarme, je sus que le vrai jeu commençait. Duval riposterait. Et Pierre? Il n'était que le pion. Le roi, c'était Jacques, tapi dans son bureau au lambris de chêne. La riposte de Duval fut aussi prévisible qu'un orage d'été sur la côte d'Azur, violente, mais mal préparée. Le lendemain matin, un huissier sonna à ma porte, un homme bedonnant en costume gris qui bafouilla quelque chose sur une injonction de silence. Je signai le reçu avec un sourire poli, puis appelai mon avocat freelance, Laurent, un barbouze du droit pénal qui opérait depuis un bureau exigu près de la place de la République. C'est du bluff, grogna-t-il au téléphone. Ils essaient de vous intimider avant que la clause ne les saigne. Demandez-leur une avance sur l'indemnité, et menacez de porter plainte pour harcèlement. Je fis exactement cela, par mail certifié, copié au parquet. Pierre, bien sûr, ne signa pas, c'était Jacques Duval en personne qui répondit, d'une prose empoulée évoquant les « valeurs de loyauté » du cabinet. Loyauté? Le mot me fit vomir. Dans ma vie passée, j'avais cru à ces fadaises, avalé les galas caritatifs où il posait avec des orphelins pour les caméras de BFM. Maintenant, je voyais clair, Duval n'était qu'un hydre, une machine à blanchir pour les élites, et Pierre son bras armé. Élise arriva à midi, descendant du TGV avec son sac à dos usé et ses yeux rougis par le doute. Nous nous embrassâmes sur le quai de gare de Lyon, un baiser froid, chargé de non-dits. Qu'est-ce qui se passe vraiment, Marie? Pierre dit que tu le harcèles, que c'est une crise. Nous marchâmes le long de la Seine, sous les platanes jaunissants, et je lui racontai tout au pas la mort, pas la renaissance, cela aurait été trop fou, même pour elle. Seulement les faits, le licenciement, la clause, les magouilles. Elle s'arrêta net près du Pont-Neuf. Et papa? Tu penses que? Je hochai la tête. Le père de Pierre l'a piégé. J'ai les preuves. Ses larmes coulèrent, silencieuses. Pourquoi tu ne m'as rien dit avant? Parce que dans l'autre vie, tu m'as laissé seul, pensai-je, mais je serrai sa main. J'avais peur. Peur de te perdre. Nous passâmes l'après-midi dans un salon de thé du Marais, à égrener les souvenirs, notre enfance à Lyon, papa lisant Balzac à voix haute, maman cuisinant des tartes aux pommes. Élise promit, je témoigne. Si ça va au tribunal, je suis là. Une alliée. Enfin. Mais la nuit apporta le premier coup bas. Un article anonyme sur Mediapart, une juriste déçue au cœur d'un chantage contre Duval et associés. Mon nom n'était pas cité, mais les détails la clause, le dossier allemand sourd était trop précis. Pierre. Ou Sophie, sa marionnette. Mon téléphone sonna, Antoine Lemoine. Il contre-attaque. J'ai vu l'article. Vous êtes sûr de vouloir continuer? Oui. Plus que jamais. Publiez l'enregistrement. Maintenant. Le Monde sortit l'article le lendemain, une bombe, scandale au barreau, enregistrement révèle pot de vin chez Duval. Paris explosa en débat télévisé, où des experts en cravate disséquaient l'éthique des cabinets d'avocats. Jacques Duval convoqua une conférence de presse rue du Faubourg Saint-Honoré, son visage parcheminé plissé par l'indignation feinte. C'est une calomnie. Nous poursuivrons en diffamation. Mais le parquet bougea vite, perquisition au cabinet, saisie de serveurs. Pierre fut placé en garde à vue,
son duplex fouillé sous les flashs des paparazzis. Je regardais tout cela depuis un hôtel anonyme près de Montparnasse, Élise à mes côtés. Elle posa sa tête sur mon épaule. « Tu es une guerrière, grande sœur. » Guerrière? Plutôt une spectre, hantée par le sang sur le carrelage. Pierre m'appela depuis la cellule, via un portable clandestin. « Marie, tu as gagné. » Il me lâche. « Mais toi. Tu vas payer. Tu sais ce que ton père a fait avant de se pendre? » Il a supplié. Le déclic me glaça. Mon père n'avait pas supplié, il avait écrit une lettre, que j'avais brûlée par honte. Mais Pierre mentait, ou pire, savait quelque chose. La décision controversée vint cette nuit-là. Élise dormait, je ne pouvais pas. Le dossier de papa, que j'avais exhumé des archives notariales, révélait une ombre, une maîtresse, une dette cachée. Pas assez pour le suicide, mais suffisant pour que Duval l'ait exploité. Pour venger vraiment, je devais salir l'honneur familial, révéler la liaison de papa, ce secret que maman avait emporté dans la tombe. C'était immoral, un coup bas. Mais la loi du talion n'était pas propre. J'envoyai l'extrait à Antoine, ajoutez ça. Pour l'équilibre. Le lendemain, l'article bis, le passé trouble du père de la plaignante, un scandale enfoui. Élise me trouva en larmes. Pourquoi, Marie? C'était notre secret. Je hurlai, parce qu'ils ont tout pris. Notre famille, notre vie. Elle partit, bagage en main, me laissant seul avec ma victoire empoisonnée. La presse me traqua désormais, la vengeresse ou la mythomane? Les débats firent rage sur CNews, où des commentateurs patriotes clamaient « Une femme hystérique détruit l'élite française ». Pierre sortit sous caution, amaigri, les yeux injectés de haine. Il m'attendait devant l'hôtel, flanqué de 2 gorilles en costard. Monte en voiture. On discute. Contre toute raison, je montai. Direction les quais déserts. Tu crois que c'est fini, cracha-t-il. J'ai des amis. Haut placé. Ton article sur ton père? Un cadeau. Maintenant, tout le monde sait que les Delacroix sont des menteurs nés. Il sortit un dossier, des photos de moi, ivre lors d'une soirée cabinet, manipulée pour montrer une déchéance. Et ça? Pour le juge. La voiture s'arrêta près d'un pont. Il me gifla, fort. Supplie, comme ton père. Je sentis le sang à ma lèvre, le goût familier. Mais cette fois, je ne tombais pas. Je sortis un spray au poivre, l'aspergeai. Il hurla, trébuchant. Je m'enfuis, courant dans la nuit, le cœur battant. La vengeance virait au chaos personnel. Étais-je en train de devenir le monstre? De retour à l'hôtel, un message d'Élise, je te pardonne. Mais arrête avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard? Le parquet accusa Pierre de corruption. Duval ferma ses portes. Mais le twist guettait, tapi dans l'ombre. Le chaos s'installa comme une brume toxique sur Paris, imprégnant les rues d'une tension palpable, où chaque regard croisé semblait chargé de suspicion. Les manifestations sporadiques devant le palais de justice, brandissant des pancartes, « Justice pour les petites gens », me donnaient l'illusion d'un soutien populaire, mais je savais que c'était éphémère. La France adorait ces scandales, pour mieux les oublier au prochain. Duval et associés, fleurons du barreau, gisaient en ruine, scellés sur les portes, employés licenciés en cascade, et Jacques Duval terré dans sa villa de Deauville, feignant une retraite anticipée. Pierre, lui, errait comme un loup blessé, multipliant les appels anonymes, des menaces voilées, des promesses de ruine totale. Je m'étais replié dans un Airbnb anonyme à Belleville, quartier bohème où les odeurs d'épices maghrébines masquaient les relents de trahison. Laurent, mon avocat, m'appelait quotidiennement, l'indemnité est virée. 3 millions, net d'impôts. Mais le procès pour diffamation suit son cours. Duval contre-attaque sur la clause, la qualifiant des abus de droit. Abus de droit? Venant d'eux, c'était l'hôpital qui se moque de la charité. Je contre-attaquais en révélant plus, des liens avec des politiciens de l'UMP, des financements occultes pour des campagnes électorales. Antoine publia tout, transformant le monde en mon porte-voix involontaire. Pourtant, la solitude me rongeait. Élise avait coupé les ponts après l'article sur papa, son silence plus coupant qu'une lame. Je l'imaginais à Lyon, soignant des patients avec des mains tremblantes, se demandant si sa sœur était devenue une paria. Une nuit, ivre d'un vin bon marché, je composai son numéro. Élise. Je suis désolé.
C'était pour les faire saigner, comme ils nous ont saignés. Sa voix, brisée, tu as sali papa pourquoi, Marie? De l'argent? De la gloire? Tu es pire qu'eux. Elle raccrocha. Le vide s'installa, plus profond que la mort précédente. La décision controversée suivante fut la plus sombre, infiltrer le réseau de Pierre. Via un contact à cœur un gamin de banlieue rencontré sur un forum dark web, je récupérais ses mails privés. Là, le nid de vipère, non seulement des preuves supplémentaires contre Duval, mais une révélation qui me coupa le souffle. Pierre n'était pas mon seul bourreau. Ma sœur. Élise avait su pour le scandale de papa dès l'adolescence. Une lettre, cachée dans ses affaires, Élise, ma chérie, si je tombe, c'est Duval. Protège Marie. Elle avait gardé le silence, par peur, par ambition où elle avait postulé chez Duval pour un poste administratif, refusé, mais le doute persistait. Avait-elle pactisé? La rage me consuma. J'organisai une rencontre, un mail falsifié, prétendant venir de Pierre, fixant un rendez-vous dans un café isolé de la butte aux Cailles. Élise y vint, pâle, les cheveux en queue de cheval négligés. Marie? C'est toi. Je sortis de l'ombre, le cœur serré. Dis-moi la vérité. La lettre de papa. Tu savais. Elle s'effondra en sanglots. Oui. Il m'a fait jurer. J'avais 16 ans, Marie. J'ai eu peur. Et quand tu as commencé avec Pierre? J'ai pensé que c'était ton choix. Choix? La trahison familiale, plus profonde que l'amoureuse. Nous nous disputâmes, voix basse mais venimeuse. Tu m'as laissé crever, hurlai-je, oubliant ma folie. Elle pâlit, crever? De quoi parles-tu? Je m'arrêtai, trop tard. Dans un torrent de larmes, je lui avouai tout, la chute, le sang, la renaissance. Elle me crut, par pitié ou par amour sororal. Tu es revenu pour nous venger. Mais à quel prix? Nous nous embrassâmes, réconciliés dans le chaos. Pierre frappa alors, surgissant du café comme un diable. Il avait flairé le piège. Traître! Il brandit un couteau, volé dans la cuisine du bistrot. La bagarre fut brève, animal, il me lacéra le bras, Élise hurla, un client intervint. La police arriva, sirène hurlante. Pierre fut arrêté pour tentative de meurtre, son masque tombant enfin. Au commissariat, sous les néons crus, il craqua, c'était pour l'héritage. Mon père a ruiné le tien, oui. Mais toi, Marie, tu étais parfaite pour le rôle. La victime idéale. Le procès s'ouvrit un mois plus tard, au tribunal de Paris, une arène de marbre froid où les flashs crépitaient comme des éclairs. J'étais la plaignante star, flanquée de Laurent et Élise comme témoins. Jacques Duval témoigna, voix chevrotante, une erreur regrettable. Nous offrons un règlement amiable. Mais le juge, une femme au regard d'acier, refusa. La clause tint bon, validée par la Cour de cassation en urgence. Duval paya 5 millions, plus les dommages pour harcèlement. Les décisions controversées culminèrent lors du témoignage de Pierre. Il implora la clémence, jurant l'amour éternel. Marie, pardonne-moi. C'était le jeu, le jeu? Je me levai, brisant le protocole, le jeu qui a tué mon père? Qui m'a tué? La salle retint son souffle. Le juge me réprimanda, mais le mal était fait. Les médias titrèrent, la juriste folle défie la cour. Gênant, mais libérateur. La France, pays des Lumières, adorait ses héroïnes tragiques. Pourtant, le twist se profila dans l'ombre, une expertise balistique sur la chute de ma vie passée. Le parquet rouvrit l'enquête sur ma mort, suspectant un homicide. Pierre? Non. Sophie, sa complice, avoua sous pression, c'était elle qui m'avait poussé, sur ordre. Il disait que tu étais un risque. Sophie, la petite espionne aux ongles roses. La trahison, en couche. Le verdict tomba, Pierre, 10 ans, Sophie, 5, Duval dissous. Je sortis libre, riche, mais brisé. La chute de Duval résonna comme un séisme dans les cercles feutrés du pouvoir parisien, un rappel brutal que même les tours d'ivoire du 8e arrondissement pouvaient s'effondrer sous le poids des petits caractères. Les indemnités arrivèrent sur mon compte en une traite, un virement qui fit clignoter mon écran comme un phare dans la nuit, 7 millions, après intérêts et pénalités. Assez pour racheter un appartement haussmannien, voyager, ou simplement disparaître.
Mais l'argent, ce sang impur, ne lavait pas les cicatrices. Élise et moi nous installâmes dans une maison modeste à Fontainebleau, loin des néons, où les forêts chuchotaient des secrets plus doux que ceux des tribunaux. Antoine Lemoine devint un ami improbable, nous invitant à des dîners où il disséquait la presse avec un cynisme jubilatoire. Tu as changé le jeu, Marie. Les clauses toxiques deviennent la norme. Les cabinets tremblent. Vraiment? J'avais lu les contre-réformes en gestation à l'Assemblée, des lois pour protéger l'entreprise française contre les vengeances individuelles. Ma victoire, déjà entachée de controverses, risquait d'être effacée par un décret présidentiel. La France, terre des droits de l'homme, protégeait toujours ses élites. Pierre, depuis sa cellule de Fresnes, m'envoya une lettre, papier pelure, encre tremblante. Tu as gagné la bataille, mais pas la guerre. Mon oncle, au Quai d'Orsay, veille. Et Élise? Elle porte mon enfant. Le choc me plia en deux. Élise, enceinte? Elle avoua, les yeux baissés, une erreur d'un soir, après une dispute avec moi, quand Pierre l'avait consolée. Je ne le dirai pas. Mais c'est ton neveu, Marie. Le twist final, ce serpent lové au cœur de la famille, le sang Duval coulait en nous. La décision ultime fut la plus déchirante. Avorter? Le garder, risquant une malédiction générationnelle. Élise choisit de garder l'enfant, par un mélange de foi catholique héritée de maman et de défis purs. Ce sera un Delacroix, pas un Duval. Je payais les meilleurs obstétriciens, installai une nurserie aux couleurs pastel. Mais la nuit, hanté par les ombres, je me demandais, étais-je revenu pour venger, ou pour perpétuer le cycle? Le Big ACH ou le Happy End? Survint lors d'une audience finale, pour la dissolution de Duval. Jacques Duval, mourant d'un cancer foudroyant, témoigna par vidéo, un vieillard spectral, relié à des machines. Marie, j'ai péché. Mon frère a détruit ton père pour un terrain à Marseille. J'ai couvert. Pardonne, pour l'âme de la France. Il offrit un legs, les archives complètes, prouvant l'innocence de papa. Je l'ai brûlé publiquement, sur les marches du palais, Élise à mes côtés, enceinte de 7 mois. Les flammes dansèrent, purifiant. Pierre, libéré sur conditionnel après appel où son oncle avait manœuvré, tenta une dernière approche, un bouquet de roses devant notre porte, avec un mot, pour recommencer. Élise le jeta dans la Seine. Nous partîmes pour un voyage, elle et moi, vers la Provence, où les champs de lavande apaisaient les fantômes. L'enfant naquit à Aix, un garçon aux yeux verts comme les miens. Nous l'appelâmes Victor, le vainqueur. Des années plus tard, Paris avait oublié. Un nouveau cabinet renaissait des cendres de Duval, plus vertueux en apparence. Moi? J'enseignais le droit à la Sorbonne, contant mon histoire comme une fable, la clause n'est pas une arme, c'est un miroir. Elle révèle les monstres en nous. Élise élevait Victor, heureuse dans sa simplicité. Et Pierre? Disparu en Suisse, paraît-il, fuyant les créanciers. Étais-je heureuse? Pas tout à fait. La Renaissance m'avait donné la vengeance, mais volé l'innocence. Pourtant, chaque matin, en embrassant Victor, je sentais le cycle brisé. La France, avec ses intrigues éternelles, continuait de tourner. Mais moi, j'avais appris, la vraie revanche n'était pas dans le sang, mais dans la lumière qu'on refuse d'éteindre. Fin.